Donc, c'est l'heure. C'est tout bon, Annie? Allez, 30, c'est tout bon. Allez, on y va. Bonjour à tous. Bonjour à Encore. tous. Bienvenue dans ce troisième déjeuner du partenariat en santé organisé par le Centre opérationnel du partenariat en santé. Alors aujourd'hui, vous allez avoir, j'allais dire comme animatrice, facilitatrice, Amanda Olivon et moi-même, Annie Pagnon. Donc, ces déjeuners, on vous le rappelle, ou on vous le dit pour celles qui n'étaient pas là lors des deux premiers webinaires, c'est vraiment des espaces pour partager, découvrir des expériences concrètes, hein, surtout aussi échanger, se questionner autour du partenariat en santé. C'est une espèce de bulle, on l'a imaginé comme ça aussi, pour nourrir notre réflexion sur le partenariat entre les professionnels de santé, les patients, les proches aidants, les usagers partenaires. Donc, l'objectif de notre réunion, de ce temps de partage aujourd'hui, c'est de partager, de discuter autour de trois expériences qui vont durer environ 10 à 15 minutes chacune, de trois équipes de la région Occitanie en santé mentale, avec effectivement l'intégration de pairs aidants dans trois structures différentes et on verra un petit peu comment, voilà, en fonction des structures, l'intégration se passe. Donc, avant de démarrer, juste un petit focus sur le fonctionnement par rapport à ces visios. Donc, je vous l'ai dit, trois présentations de 10 à 15 minutes. Et puis ensuite, vous aurez tout un temps pour poser des questions, partager effectivement vos impressions. Euh, donc, pour ceux qui participent, on vous demande de bien vouloir vous identifier avec au moins votre prénom lisible. Coupez les micros et levez la main quand vous prendrez la parole. Et puis, vous présentez quand la parole vous sera donnée. Utilisez le chat pour poser les questions pendant la présentation. Juste un petit temps d'information pour qu'on soit d'accord tous ensemble. Ces déjeuners du partenariat, ils sont enregistrés puisqu'ils sont rediffusés sur la plateforme du partenariat en santé que vous retrouverez à la fin de la présentation. Donc, en participant, effectivement, vous acceptez que votre image et votre voix soient enregistrées à titre gratuit et non exhaustif à cette seule fin, hein, voilà, du contexte de visio. Donc, si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez quitter maintenant, mais voilà, ça sera un petit peu dommage. Ce qu'on vous propose, c'est, si vous ne voulez pas effectivement apparaître, c'est de ne pas allumer votre caméra pendant la séance et puis éventuellement d'utiliser un pseudo. Et bien évidemment, j'allais dire, on vous assure qu'aucune image ou passage potentiellement compromettant ou engageant ne sera diffusé, à condition bien sûr qu'il soit signalé. Et la règle d'or de base, mais ça va de soi, c'est bien sûr une écoute bienveillante et une ouverture d'esprit. Et comme dirait Amanda, surtout prendre du plaisir, se faire plaisir et voilà, découvrir aujourd'hui ces trois expériences inédites. Donc, bienvenue. Amanda, je te passe la Merci, parole. Annie. Merci juste pour vous donner un élément de rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore le COPS. Le Centre opérationnel du partenariat en santé donc, est un pôle ressources et surtout une communauté de pratique qui rassemble des acteurs, structures, personnes, aux expériences, savoirs et compétences complémentaires qui sont engagés dans une dynamique de partenariat en santé et en Occitanie. Euh, on choisit de vous faire ce petit rappel à chaque fois en introduction. Donc nous, c'est une démarche qui encourage la collaboration entre les usagers citoyens, les patients, proches aidants, acteurs du soin et de l'accompagnement médico-social, acteurs de la formation et de la recherche, par la co-construction, la co-décision, la co-mise en œuvre et la co-évaluation des projets de santé de chacun et de tous. Pour rappel, si besoin est, le COPS a quatre missions principales. La première qui est de communiquer, c'est-à-dire essentiellement de promouvoir et de diffuser la culture du partenariat en santé. La deuxième qui est de faciliter, c'est-à-dire de venir en appui de ce déploiement opérationnel du partenariat en santé auprès des différents acteurs, qu'ils soient équipes, établissements ou usagers qui souhaitent s'engager. Euh,
une mission de partage et d'animation de réseau de cette communauté des acteurs du partenariat, toujours en Occitanie. Et enfin, une mission autour de l'analyse, une mission d'observation et de mesure d'impact de la diffusion de cette culture pour laquelle on travaille, on œuvre tous ensemble, au travers notamment du baromètre, pour ceux qui l'ont déjà rempli l'année dernière et dont les résultats seront très prochainement diffusés dans le détail. Voilà, on va sans plus attendre laisser la parole à nos invités. On va commencer. Alors, on a établi l'ordre de passage ensemble. On va commencer par vous proposer le partage d'expérience du Centre de rétablissement et de réhabilitation Jean Mainviel, le C2R, qui est un centre référent pour la région Occitanie. Et pour ça, on accueille Alice Lafitte, qui est médiatrice en santé père, et Natacha Saligné, qui est la cadre de santé du service. Voilà, je vous laisse la parole. Vous avez Oui, à peu merci. près 10-15 minutes. D'accord. Donc, en effet, je suis Alice Lafitte, médiatrice en santé père. Et je suis Natacha Saligné, la cadre de santé du C2R. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous travaillons donc au Centre de rétablissement et de réhabilitation Jean Mainviel, qui est un centre qui accompagne des personnes qui ont des troubles psychiques dans leur parcours de rétablissement. Donc ça, on y reviendra sur ce qu'on entend par rétablissement. Qu'est-ce que c'est que cette idée, cette philosophie presque du rétablissement? Donc, on accompagne ces personnes dans leur environnement. On essaye d'être au maximum dans l'environnement réel des personnes et pas forcément uniquement à l'hôpital. Et on travaille en réseau avec tous les partenaires possibles, que ce soit au niveau sanitaire, médico-social, associatif, professionnel, etc. Le centre Jean Mainviel est également un centre support, donc depuis 2019, qui accompagne d'autres centres qui s'orientent rétablissement. Et au sein du centre Jean Mainviel travaille une équipe pluridisciplinaire. Voilà, vous pouvez le voir, il y a des infirmiers, assistantes sociales, etc., etc. Et depuis un an, presque, de octobre 2022, médiatrice de santé père. Donc voilà, moi-même. Donc, pour ce qui est des concepts du rétablissement, donc, le rétablissement personnel, c'est totalement différent de la guérison médicale ou de vraiment un point de vue médical où on penserait qu'il n'y a plus de symptômes, que la personne n'a plus besoin de prendre de médicaments, par exemple, que la personne est guérie. Non, le rétablissement, c'est vraiment l'idée de vivre bien, vivre tel qu'on souhaite vivre avec son trouble, avec sa maladie. Et c'est pour ça que c'est un processus qui est totalement personnel, propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, les mêmes projets. Et l'idée d'un centre de rétablissement, c'est d'accompagner ces personnes vers leurs projets en utilisant des outils de la réhabilitation psychosociale. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des services techniques, outils qu'on utilise pour accompagner donc les usagers dans leur parcours. Voilà, pour ce qui est des concepts un peu sur lesquels on travaille. Donc, pour revenir un petit peu sur le concept, sur le contexte, pardon. Donc, depuis le début de la création du centre Jean Mainviel, l'idée, c'est de développer la pérédance, ce qui implique l'inclusion systématique des usagers à la prise de décision concernant leur projet. Donc ça, c'est vraiment tout au long du parcours des personnes. Les personnes sont impliquées, sont les premières personnes décisionnaires concernant leur parcours et également les impliquer dans des partenariats bénévoles, surtout au début, notamment pour des actions de formation, pour des groupes. On pourra y revenir si vous avez des questions à ce sujet. Donc, on a fait, au centre Jean Mainviel a été fait le constat que cette pérédance bénévole émergeait et que pour certains projets, il y avait besoin de la professionnaliser. Donc, pour professionnaliser cette pérédance, on avait besoin de différents prérequis. Donc, une équipe sensibilisée. Et pour ça, vraiment, il était important d'avoir une équipe qui travaille depuis déjà plusieurs années avec les principes de rétablissement comme base, que les savoirs expérientiels, donc réellement l'expérience des personnes qui sont concernées par les troubles psychiques, soient valorisés dans les pratiques et qu'il y ait des expériences positives de co-animation dans des activités, dans des groupes entre professionnels et usagers.
L'autre opportunité, ça a été le lien avec le CCOMS et l'ARS. Mais pour ça, je vais peut-être laisser la parole à Natacha qui pourra le décrire mieux. Oui, donc du coup, au niveau comme l'a dit Alice, au niveau du recrutement, la possibilité de professionnaliser un médiateur de santé pair, ça a été une opportunité liée à un financement possible par l'ARS d'une année de formation pour donc le futur médiateur ou la future médiatrice de santé pair. Du coup, finalement, il y a eu une orchestration entre les différents acteurs, à la fois l'ARS qui a proposé donc ce financement, le CHU qui a pris un engagement du coup d'une embauche au terme de la période de formation, le centre collaborateur de l'OMS qui nous a aidés à construire ce projet, et l'université de Bordeaux, qui est l'université dans laquelle Alice a pu faire sa licence professionnelle. Donc on a fait une convention de financement tripartite qui a permis donc d'officialiser le recrutement de ce poste. Après, pour le reste, la procédure de recrutement, elle a été la même finalement que pour tout professionnel du service. L'accompagnement à la prise de poste, il a été également le même, c'est-à-dire une phase d'immersion, d'observation, des supervisions régulières à la fois en individuel, des temps d'analyse de pratique en groupe, mais finalement, c'est ce que l'on propose à toute personne qui veut se professionnaliser dans notre service. Et puis un dispositif de formation lié aux spécificités du service, comme Alice l'a expliqué. On est orienté réhabilitation psychosociale, donc il y a des formations spécifiques à faire pour pouvoir exercer dans ce service. Finalement, la seule spécificité de cet accueil, ça a été qu'on a accueilli quelqu'un, un professionnel, avec une formation en alternance, avec une prise de poste. Donc là, c'est vrai qu'il y a une particularité que nous n'avions jamais expérimentée dans le service, puisque Alice a fait sa licence pro pendant l'année qui s'est écoulée. Du coup, sur l'adaptation de ces missions à la prise de poste, on est parti sur une fiche de poste un peu basique que nos collègues de Un Chez Soi, d'abord Montpellier, nous avaient transmise, qu'on a un peu retravaillé avec les bases de notre projet de service. Et puis ensuite, Alice, au fur et à mesure de l'année de formation, elle a pu nous apporter aussi les différents points, compétences, technicités qu'elle a développées pendant sa formation. Donc, on a co-construit en fait les missions et la fiche de poste progressivement au fur et à mesure en faisant des bilans réguliers. Du coup, c'est une fiche de poste finalement de médiatrice de santé pair, mais adaptée au projet de notre service et de notre établissement. Et pour donner un peu des détails sur cette fiche de poste et sur concrètement ce que je fais au sein du C2R. Donc tout d'abord, il y a la participation à beaucoup de formations, d'actions de sensibilisation, que ce soit auprès d'un large public, auprès d'autres soignants, d'autres équipes. Ensuite, il y a toute la partie réellement qui se base sur mon savoir expérientiel, qui va être l'accompagnement d'usagers qui ont des problématiques spécifiques qui nécessitent des entretiens avec moi, seul ou en groupe. Et cette question du groupe, elle est importante. J'ai eu beaucoup à développer et à participer à organiser donc des groupes de pair et danse, que ce soit au sein du centre Jean-Mainvielle, mais aussi à l'extérieur, avec l'organisation d'un collectif d'usagers de la psychiatrie qui maintenant est né sous la forme d'une association. Et puis également depuis début septembre, des activités de case management. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est réellement adapté au projet du centre Jean-Mainvielle. Ce case management, c'est l'accompagnement des usagers dans leur projet, la coordination de parcours. Et voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus. Également, s'il y a des questions plus spécifiques, je pourrais y revenir. Ensuite, du coup, sur les points de vigilance liés à cette embauche, on va dire que le retour d'expérience qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, du côté de la réglementation, il y a pas mal de choses qui sont encore en construction. Médiateur de santé pair, c'est finalement un métier en développement. Il n'y a pas actuellement de fiche métier nationale, hein, c'est en construction, le CCOMS y travaille, et du coup ça nécessite une sensibilisation et un travail avec tous les services administratifs, notamment les RH, pour pouvoir construire les choses de façon pérenne et stable pour les futurs professionnels embauchés. Côté équipe, c'était effectivement une équipe sensibilisée à la question de la pair aidance. Là où on a fait un petit travail de lien, ça a été sur les représentations, parce que on pouvait penser qu'il y aurait parfois un peu de surprotection
en lien avec la situation de santé du MSP. Et donc, nous, on voulait vraiment que, comme tout professionnel, bien sûr, on a une attention aux situations de santé des personnes avec lesquelles on travaille, mais on voulait aussi qu'il n'y ait pas d'accommodation et considérer le médiateur, la médiatrice comme un professionnel à part entière qui pouvait s'adapter à son contexte de travail. Du coup, il y a eu des échanges avec l'équipe là-dessus, et puis aussi un travail sur l'acceptation finalement du développement de la paire aidance entre usagers sans participation des soignants. Et ça, c'est un point qui est encore en cours de travail parce qu'effectivement, les soignants ont l'habitude quand même, culturellement, d'être impliqués dans les décisions qui concernent les patients, les usagers qu'ils accompagnent. Du coup, le fait de développer de la paire aidance sans soignants, ça crée une différente dynamique que celle habituellement connue par l'équipe. Donc là, il y a des choses encore en cours. Et l'exemple de la création du collectif d'usagers de la psychiatrie que Alice est en train de développer, c'est que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de soignants dans ce collectif d'usagers. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot par rapport à ça. Non, on y reviendra, je crois, sur les questions les points à améliorer. Voilà. Mais en tout cas, d'autres points de vigilance par rapport aux usagers. Vraiment l'importance de dire que je ne suis pas, en tout cas le médiateur de santé pair n'est pas le représentant de tous les usagers, mais qu'il faut au contraire vraiment veiller à poursuivre l'intégration des usagers dans tous les axes du projet de service. Et mon idée, et je pense que l'idée qui est partagée ici, c'est vraiment l'idée de faire boule de neige. Moi, j'ai la chance de pouvoir être embauchée. Il y a beaucoup d'usagers qui souhaitent travailler dans la paire aidance, que ce soit bénévolement ou professionnellement. L'idée, c'est de permettre davantage d'expérience d'usagers dans ce domaine-là. Ensuite, pour moi-même, ce qui a été potentiellement plus compliqué, c'était la gestion toute cette première année qui a été entre études et le terrain et le travail sur le terrain, avec gérer de nombreux déplacements à Bordeaux, des semaines d'absence dans le service, qui entrecoupaient un petit peu mon expérience au niveau professionnel. Et également, un gros point de vigilance, mais qu'on a géré, comme on dira aussi ensuite, un peu au fil de l'eau, c'est la question du relationnel avec certains usagers que je fréquente du coup sur des groupes à l'extérieur du centre, avec qui je peux tisser des liens, avec qui j'avais déjà certains liens tissés avant même de commencer mon travail au C2R. Donc voilà, s'adapter à chaque situation en fait. Et ce qui a pu vraiment aider, c'est ces difficultés-là, les prendre en compte et s'adapter au fil de l'eau, au fil des questions rencontrées, ne pas avoir un cadre prédéfini très rigide, mais au contraire pouvoir s'adapter. Et puis, pour ce qui est de relations avec l'équipe, et notamment cette question de la présence ou de l'absence des soignants dans les groupes, vraiment communiquer en amont et tout au long de ma période de prise de poste. Ce qu'on aurait pu potentiellement faire différemment, ça aurait pu être organiser des temps explicatifs de mes activités de manière plus formelle. Ce qu'on souhaite garder vraiment, qui nous semble important, c'est considérer donc le médiateur de santé pair comme n'importe quel membre, comme n'importe quel professionnel de l'équipe. Et vraiment, l'important, donc ici, ça a été, moi je trouve personnellement très bien fait, c'est que l'équipe était préparée, l'équipe était réellement orientée rétablissement depuis le début, et je n'ai pas senti la moindre stigmatisation ni à mon égard, ni à l'égard des autres usagers. Donc c'est vraiment ce qui me semble important, c'est de ne pas intégrer un médiateur de santé pair dans une équipe qui peut être encore stigmatisante, ou en tout cas mal préparée. C'est aller au-devant de situations très inconfortables, autant pour l'équipe que pour le médiateur de santé pair. Voilà. Et également dans le développement de mes missions, la souplesse, réellement s'adapter au fur et à mesure selon le concret du terrain, selon les apports de la formation. Et voilà. Pour ce qui est des bénéfices. Alors du coup, pour les bénéfices attendus, là on est en cours un peu d'évaluation de cette évolution. Par rapport au projet du service, déjà, on en attend et on constate déjà une amélioration, puisque le fait d'intégrer
un partenaire qui a une expérience à la fois d'usager et de nouveaux professionnels, tout nouveau professionnel apporte aussi sa contribution au développement d'un projet de service, ça nous aide aussi à améliorer le projet de service, ça nous aide à prendre des décisions. Pour le développement des compétences de l'équipe aussi, c'est une équipe pluriprofessionnelle. Donc l'apport forcément des savoirs expérientiels, c'est une compétence de plus dans cette équipe qu'on peut mobiliser du coup dans l'accompagnement des usagers. Au niveau plus général sur le pôle, donc nous on fait partie du pôle de psychiatrie du CHU de Montpellier, mais sur l'établissement CHU, ça participe à une démarche inclusive sur les savoirs expérientiels des usagers au sein d'un CHU. Et puis de façon plus précise sur la discipline de la psychiatrie et la santé mentale, ça permet de contribuer à une sensibilisation des professionnels en psychiatrie parce que le constat c'est que en occupant cette fonction, Alice est à la fois professionnelle en psychiatrie, mais elle a aussi une casquette d'usagère et donc ça favorise la déstigmatisation et les représentations que les professionnels parfois ont encore sur la capacité des personnes à exercer un métier et à participer à la discipline dans laquelle elles-mêmes sont accompagnées. Et puis une sensibilisation du grand public sur la promotion du rétablissement personnel et la lutte contre la stigmatisation. Donc l'idée pour nous vraiment c'est de renforcer la possibilité de la prise de parole des usagers par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Les perspectives liées à ça, donc nous on est dans une démarche un peu militante, donc effectivement ce qu'on souhaite c'est ancrer une nouvelle culture qui associe systématiquement les usagers. À court terme, on aimerait aussi qu'il y ait un cadre réglementaire qui puisse favoriser cette participation, qu'elle soit bénévole ou professionnelle. Le CHU est en train de travailler à un système de convention sur ces questions-là, pour la participation bénévole, par exemple. Et puis pour la participation professionnelle, là, on a pu créer ce poste, donc c'est positif. Et puis développer la pérédance en santé mentale. Oui, ça c'est réellement mon cheval de bataille, développer la pérédance. Donc il y a cette création de l'association d'usagers, donc on a appelé PAM pour Pérédance Montpellier, avec l'idée de l'entraide entre personnes concernées, l'idée de se réapproprier la parole, l'idée de participer à la déstigmatisation et de faire des activités de sensibilisation auprès du grand public et auprès de tous les types de publics en fait. Et c'est vraiment ce développement de la pérédance qui pour moi apporte un changement et un tournant majeur dans la psychiatrie et qui devrait être encouragé. Voilà. Et donc on remercie le COPS de participer à ce développement de la pérédance en incluant la santé mentale dans ces perspectives de développement. Eh bien, merci à vous pour cette présentation. Merci d'avoir joué le jeu aussi du temps. Et puis, merci au C2R aussi de se rendre disponible à chaque fois que le COPS le sollicite. Voilà. Donc, je vous propose de passer au deuxième partage d'expérience. Donc, on vous accordera un temps d'échange ensuite. La proposition, c'était donc de dérouler les 3 retours d'expérience, puis d'échanger ensuite. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui se rejoignent et d'autres moins. Je vous propose d'accueillir l'équipe du projet Homme. Donc, c'est Habitat communautaire soutenu. C'est l'équipe qui exerce à l'hôpital Marchand de Toulouse. Et on accueille donc Julien Billard, psychiatre, et Alice Delvaux, médiateur en santé PRE. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous deux pour votre disponibilité. C'est parti. Bonjour, merci de nous avoir invités. Donc, Julien Billard, je suis médecin psychiatre. Alice Delvaux, médiatrice de santé PER. Du coup, on va vous présenter peut-être assez rapidement, mais sur les principales lignes, le projet pour que vous compreniez le contexte dans lequel s'est inscrit notre expérience de travail avec un médiateur santé PER au sein de l'équipe. Donc, le projet Home, c'est un projet qui est porté par l'hôpital Marchand, qui suit les usagers sur Toulouse de la première couronne. L'idée du projet, c'était de faciliter les sorties ou le fait que certains usagers qui ont une pathologie psychiatrique sévère aient moins recours à l'hôpital et ceux qui sont depuis très longtemps à l'hôpital sur des hospitalisations inadéquates puissent sortir de l'hôpital et surtout de leur offrir des soins qui sont beaucoup plus en lien avec la prise en compte du rétablissement et les pratiques orientées par le rétablissement, et notamment sur la question de la domiciliation. En effet, le projet a 2 aspects. Un premier aspect qui est de permettre aux gens d'accéder facilement à un domicile indépendant dans la communauté. Donc, on travaille avec une association
sur une modalité qui permet d'accéder rapidement pour les usagers à un logement indépendant dans la communauté. Et à côté de ça, on a construit une équipe d'accompagnement et de suivi qui est basée sur des modèles de suivi qui sont connus depuis très longtemps aux États-Unis et au Canada, qui ont été comme débuté à être implantés en France avec les dispositifs d'un chez soi d'abord. C'est le modèle ACT, donc Assertive Community Treatment, qui sont les modèles de suivi intensif dans la communauté. Le principe du modèle, de manière très rapide, hein, c'est que c'est une équipe pluridisciplinaire qui va assurer pour la personne des soins d'intensité variable, qui peuvent être 1 à 2 fois par semaine, jusqu'à tous les jours ou 2 fois par jour s'il y a besoin, tous les jours de la semaine, avec une permanence téléphonique pour importante. Et la plupart des activités de l'action de l'équipe se font dans le milieu de vie de la personne. On considère que plus de 3 quarts de l'activité doit être effectuée dans le milieu de vie de la personne. Avec une équipe qui peut intégrer un certain nombre d'accompagnements par elle-même, que ce soit les accompagnements sur la santé mentale, mais aussi sur les projets de vie, mais aussi sur l'habitation, la domiciliation, aussi sur l'accompagnement au travail, qui peut donc référer les structures existantes du droit commun, mais qui peut aussi faire des choses par elle-même pour favoriser le fait que pour cette population, elle puisse s'engager plus facilement dans ces accompagnements. C'est un dispositif qui est jeune, puisqu'il a débuté en janvier 2023, et on monte en charge progressivement pour accompagner les 100 personnes. Donc, on accompagnera 100 personnes en finale. L'équipe est une équipe pluridisciplinaire, donc composée au total de 17,2 équivalents temps plein. Et l'UCRM, c'est l'association avec laquelle on est en partenariat pour la gestion du logement. Dès le début du projet, on avait aussi, nous, l'idée d'une équipe dont les soins étaient orientés par leur établissement et donc d'un temps de médiateur de santé pair au sein de l'équipe, ce qui était quelque chose qui avait été réfléchi et souhaité dès le début du projet. Peut-être là où on rejoint aussi un des aspects qui a facilité l'intégration du médiateur de santé pair, c'est vraiment le fait que sur la philosophie du projet, c'était vraiment le fait d'établir des soins basés sur le rétablissement, en tenant compte des souhaits de la population, et notamment un souhait qui est souvent celui de vivre en logement autonome, et de les soutenir dans ce souhait. Et donc c'est quelque chose qui était une philosophie qui était partagée dès le début du projet. C'est un projet qui est financé par le biais de l'article 51 et qui se fait en parallèle avec 2 autres équipes sur Marseille qui sont sur des modèles relativement similaires. Alors, concernant le médiateur de santé pair, alors, on a sur l'engagement, donc sur l'aspect fiche de poste, on a travaillé nous aussi en récupérant les fiches de poste d'un chez soi d'abord Toulouse pour les adapter, en les retravaillant avec les particularités de nos projets. Peut-être les points intéressants, c'est qu'on a le recrutement s'est fait de manière plutôt en réseau, c'est-à-dire que du coup, assez rapidement, quand le programme est mis en place, on a contacté les gens qu'on connaissait à droite et à gauche qui travaillaient sur ces modalités-là et pour savoir s'ils connaissaient des gens qui pourraient être intéressés. C'est de la manière dont on a trouvé les médiateurs de santé pair qui ont été engagés. L'embauche en elle-même, elle s'est faite par un entretien d'embauche qui était le même que celui réalisé pour les autres professionnels, donc avec en particulier moi comme médecin psychiatre et la cadre de santé de l'équipe. Peut-être ce qui changeait un peu, c'était aussi le fait qu'au cours de cet entretien, effectivement, on avait le souhait d'être sûr qu'on partageait vraiment la conception du rôle du médiateur de santé pair pour pas qu'il y ait aussi de situations inconfortables de notre côté ou du côté du médiateur de santé pair. Et donc, tout ce qui concerne effectivement le souhait de partager son expérience auprès des usagers, de pouvoir donner son point de vue auprès de l'équipe, la conception du travail en équipe. Donc, ça rejoint les compétences des autres professionnels. En entendant la présentation du C2R, je me disais qu'à la différence du C2R, nous, on n'avait pas du tout préparé le reste de l'équipe, on n'avait pas fait de formation spécifique, on a fait très peu de temps d'échange préalable. Donc, le programme a débuté en janvier et les médiateurs de santé pair ont été recrutés en juin, comme d'autres professionnels qui ont été recrutés au fur et à mesure du temps. On n'a pas eu ce temps de formation de l'équipe, de préparation de l'équipe, mais en revanche, ce qui se rejoint, c'est que vraiment, pour le recrutement de l'équipe, on avait vraiment basé le recrutement de l'équipe sur le fait
que l'équipe partage une philosophie. Alors, on a recruté des professionnels qui venaient d'horizons différents, dont certains n'avaient pas forcément de connaissance du rétablissement en lui-même, mais c'est des professionnels qui avaient tous une vision du rôle de l'usager, de placer l'usager au centre des décisions, de faire avec l'usager. Et donc, je crois que c'est vraiment aussi ça qui a favorisé l'intégration du médiateur de santé pair. Notre projet a été budgétisé, les budgets étaient créés dès le début pour le médiateur de santé pair, donc ça a été un côté facilitant. Sur le retour d'expérience, je vais peut-être laisser Annelise témoigner en un premier temps. D'accord. Alors, les freins et les leviers, les difficultés rencontrées, c'est qu'il n'y a pas vraiment de statut officiel du médiateur de santé pair au sein de Marchand. On est soit signalé sur Cortex comme éducateur ou moniteur. Le badge professionnel, c'est animateur. On n'est pas identifié MSP. Ce qui nous a aidé, ça a été la philosophie du projet, l'équipe bienveillante. Il n'y a pas de différence, de distinguo entre une infirmière, une éduque, le cadre, le psy, l'assistante sociale et le travailleur de santé pair. On est tous sur un pied d'égalité et on travaille de manière horizontale. Et puis, il faut noter aussi un grand soutien de l'administration à l'encadrement. Alors, ce à quoi on n'avait pas pensé, c'est que le recrutement a cherché un mi-temps, un temps partiel, a priori, sans consulter forcément les personnes et sans se rendre compte que il y avait le projet de la personne, sans prendre en considération l'autodétermination de la personne et puis le fait qu'on reste avec un salaire qui est en dessous des 1 000 euros. Et donc, ce qui peut poser problème, ce qui fait que là, il y a 2 médiateurs de santé pair et il y en a un qui va partir et l'autre va prendre le temps plein. Donc ça, mais c'est le début, quoi. Alors, si c'était à refaire, ce qui est à regarder, c'est la modalité de recrutement avec la cadre et Julien. Et puis, donc voilà, à faire différemment, tenir compte des besoins de chaque médiateur de santé pair pour le recrutement. Ça partait d'une bonne intention, en fait, de se dire que la personne était plus fatigable. Mais en réalité, voilà, chaque personne a son parcours de rétablissement qui lui est propre. Et voilà. Je Intéressant laisse. par rapport à ça, c'est vraiment le fait que justement on est sur le réflexe de surprotection. On a tendance effectivement faut se méfier de ça. Et effectivement, le rôle de je pense que c'est peut-être peut-être sur ce type de professionnel ou de poste, peut-être la co-construction du poste, la co-réflexion sur le poste est particulièrement importante pour se sortir aussi de nos préjugés. Et vraiment, j'insiste aussi sur le fait que ce qui a vraiment favorisé pour nous l'intégration du médiateur de santé pair, c'est vraiment la philosophie, le fait que l'ensemble de l'équipe partage cette philosophie du rétablissement et en tout cas de la place importante de l'usager, du travail avec l'usager, de l'horizontalité du travail. Vraiment, ce qui a favorisé le fait que ça se fasse de manière très facile pour tout, et ce qui était un souhait pour tout le monde de pouvoir travailler avec un médiateur de santé pair. À toi ou à moi? Comme tu veux. Alors, les bénéfices observés pour les usagers, le partage d'expérience, la déstigmatisation, l'espoir, qui sont portés par la philosophie du rétablissement. Amener, quand on est médiateur de santé pair, le fait que on a connu l'hospitalisation, certaines choses traumatisantes, ça peut, euh, ça peut faciliter le lien avec le dispositif et avec les membres de l'équipe. Pour l'équipe, les pratiques orientées par le rétablissement, c'est très important. Et puis pour l'hôpital, voilà, les usagers, le personnel hospitalier, je pense que, enfin, nous pensons, Julien et moi, que, que les bénéfices de l'emploi d'un médiateur de santé pair, ça peut toucher à tous les étages, en fait, pour l'hôpital, les usagers et le personnel, la déstigmatisation et on espère à terme la population. Voilà.
Je te laisse la parole. Et donc, sur l'envie d'aller plus loin, du coup, les pistes, c'est effectivement le fait de poursuivre le développement des médiateurs de santé pair dans le travail avec les équipes en santé mentale. Euh, Parce qu'il y a un aspect positif, c'est que c'est quelque chose qui se développe, même si c'est lent, mais en tout cas, les premiers médiateurs de santé pair avaient été engagés sur les services d'un chez-soi d'abord, en santé mentale, et là, ces dernières années, il y a le projet Home qui avait un poste de médiateur, de médiateur en santé, médiateur santé pair, et il y a un autre projet qui s'est mis en place avec aussi un poste de médiateur santé pair. Donc c'est quelque chose qui se développe, mais il faut continuer à l'appuyer, à le soulever. Avec le bénéfice ressenti vraiment pour les équipes. La question aussi du fait qu'effectivement, ça nécessite des équipes qui soient déjà dans un axe de rétablissement, déjà très préparées. Donc, il y a certains lieux où ça pourrait être quelque chose de très positif, mais les équipes sont peut-être pas encore préparées, pas encore. Donc, c'est un travail préalable pour pouvoir euh, continuer ce développement-là. Donc après, ça permet aussi, ça favorise aussi la réflexion à l'échelle de l'ensemble de l'hôpital sur les soins orientés par le rétablissement et en particulier pour les personnes qui ont des pathologies les plus sévères pour lesquelles on peut rapidement peut-être reprendre des modes de travail moins orientés sur le rétablissement. Et puis vraiment le travail sur l'ensemble de l'hôpital et des professionnels des autres usagers sur l'image des usagers sur leur place au sein des soins. Et sur l'action qui en découle, je vais peut-être laisser Anise en parler. Sur le projet de plateforme. Oui, ça, Stéphane Murat en parlera mieux que moi. Il y a le projet qui consiste à créer une plateforme des différents médiateurs de santé pair sur Toulouse. On n'est pas nombreux, on est moins d'une dizaine. Et en fait, faire peut-être une association ou un regroupement pour pouvoir faire porter notre parole et se faire connaître auprès des structures. Merci. C'était aussi un des objectifs de la présentation, de votre présentation, c'est de vous faire connaître. Et puis, merci pour cette présentation conjointe. Et on voit qu'il y a des différences. Et surtout, merci pour le lien vers la troisième expérience qu'on vous propose, parce que vous avez tous deux parlé de l'équipe d'un chez-soi d'abord Toulouse, et qui a, on va dire, une petite longueur d'avance sur l'expérience en termes de temps. Et donc, on vous propose maintenant d'accueillir l'équipe d'un chez-soi d'abord de Toulouse, donc, où il y a, je crois, presque 10 années d'expérience. Hein. En tout cas, on accueille Yacinthe Ribes, qui est locataire du dispositif, qui vous expliquera comment elle a pu en bénéficier. Brigitte Verrégès, qui est infirmière de secteur psychiatrie. Et puis Stéphane Murat, médiateur en santé pair chez un chez-soi d'abord. C'est à vous, l'équipe d'un chez-soi d'abord. Bonjour. Alors, le projet, la structure, d'abord, c'est un groupement de coopération du social et du médico-social. On travaille avec Solia, Clémence Isor et l'hôpital Marchand. C'est une même équipe. On est des personnes on est mis à disposition par les établissements et le fait qu'on soit mis à disposition, on a chacun un peu notre culture, ce qui fait que ça met tout le temps la pensée en mouvement et la réflexion en mouvement. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Et on est situé à Toulouse, en Haute-Garonne. À toi. Alors, le chez-soi d'abord, ils œuvrent dans les soins orientés vers le rétablissement. Je vais un peu répéter ce qu'a dit Alice Lafitte tout à l'heure, mais pour expliciter ce que sont les soins orientés vers le rétablissement, voici les principes sur lesquels ils reposent. Tout d'abord, la participation active des usagers aux soins qui les concernent, le soutien des proches et leur implication par l'équipe du chez-soi d'abord, la reconnaissance des savoirs expérientiels, et enfin, la priorité des soins et la réalisation psychosociale en proposant un accompagnement qui a pour but de soutenir la personne avec l'objectif de vie personnelle. Le chez-soi d'abord propose ainsi une solution d'hébergement grâce à des logements gérés par un gestionnaire locatif, donc Solia, comme l'a dit Brigitte, à des jeunes de 18 à 25 ans qui risquent de vivre le sans-abri ou le vivent déjà, et qui ont des symptômes psychiatriques ou un diagnostic établi et qui ont ou non des addictions.
Ce système s'appuie sur un accompagnement intensif allant jusqu'à plusieurs rendez-vous par semaine par une équipe pluridisciplinaire. Ces rendez-vous sont réalisés en binôme de l'équipe auprès du jeune dans le cadre qui lui semble le plus sécuritaire ou bénéfique à sa situation, à savoir chez lui ou à l'extérieur dans un terrain plus neutre. Ces rendez-vous, à moins que cela soit spécifié à l'avance, se réalisent toujours avec seulement le jeune en question. Ils ont pour but de prévenir les besoins du jeune dans le but de sa réhabilitation psychosociale et de faire face à ses difficultés, d'où le besoin d'une équipe pluridisciplinaire, car les problèmes peuvent varier d'un cas de figure à l'autre. Nous sommes 16 professionnels pour 50 jeunes, pour 12 équivalents temps plein. Personnellement, les actions de professionnalisation, ça a été de passer la licence de sciences sanitaires et sociales, parcours de médiateur de santé pair, que j'ai réalisé entre 2021 et 2022. Voilà. Pardon. Oui. Le point de départ, c'est quand même au départ, en décembre de 2019, un programme expérimental, mais quand même qui est en voie de pérennisation pour la prévention du sans-abrisme, et puis aussi les premiers épisodes psychotiques qui seront dans ces périodes-là, pardon, et aussi les conduites à risque, avec la réduction des risques. Le constat, c'est que ces jeunes ont besoin de logement, de soins psychiques et somatiques et d'actions de réduction des risques et des dommages. Mais en premier lieu, la base, c'est avoir un logement pérenne où la personne peut enclencher en fait toutes ses démarches vers le soin, vers l'administratif, vers l'insertion sociale, socio-professionnelle, vers l'inscription dans des loisirs, etc., etc. Nous nous focalisons d'abord sur le logement et la, la pérennisation de ce logement. Alors, c'est un peu inspiré du Chez Soi d'abord de 2011, des adultes. Ce sont eux qui ont été les premiers à proposer des postes de médiateurs de santé pairs et des médiateurs pairs sur 4 villes de France, Toulouse, Marseille, Lille, Paris. Et voilà. Je trouve savoir, on va révoluer, tu as changé la donne. Pardon? Non, allez-y. Et du coup, moi, j'ai l'exemple de Nadine, une collègue qui est médiatrice père avec qui j'ai travaillé en 2011, qui m'a appris beaucoup de choses sur la rue. Et nos deux savoirs, moi, infirmière en psychiatrie, comment dire, se coller ensemble pour faire un et même savoir. C'était très intéressant, elle m'a tout appris. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est professionnel, on n'imagine pas qu'on peut apprendre de l'autre, quoi. Voilà. Alors ensuite, les métiers, bon voilà, c'est des éducateurs, des infirmiers, des psychologues, là vous avez tout le complet. Ce qu'on retrouvait sur l'expérience du Chez Soi d'abord adulte, c'est quand même des gens professionnels qui avaient quand même une expérience un peu de ce public, que ce soit en psychiatrie ou personnes de la rue, qui ont eu un peu quelques engagements personnels et c'est quand même aussi des gens qui avaient un peu à l'extérieur été proches de certains militantismes, quoi. Donc, dans ces compétences, il faut être polyvalent, autonome, avoir l'esprit d'équipe, de l'empathie. Et moi, j'aime bien dire que je suis une infirmière qui monte bien les machines à laver. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Alors, nous passons au comment. La professionnalisation des MSP dans le projet. Ce sont des personnes vivant avec l'expérience de la psychiatrie, ayant des addictions, parfois des addictions, et étant parfois sans abri. Dans mon cas personnel, je suis un usager de la psychiatrie et des produits psychoactifs. J'ai été hébergé longtemps à droite, à gauche, mais j'ai toujours eu un hébergement précaire, mais toujours eu un hébergement. L'insertion, mes missions, en fait, ce sont les mêmes que tous les collègues, accompagner les jeunes vers leur établissement et le pouvoir d'agir. Il n'y a pas de distinguo. La fiche de poste que je vous présenterai après, qui n'existait pas à l'époque où j'étais engagé, je me suis inspiré de la fiche de poste d'éducateur spécialisé, d'infirmière infirmière lors du recrutement. Et c'était les mêmes missions d'équipe, en fait. Il y a très peu de missions spécifiques à chaque professionnel. Il y en a quelques-unes, mais bon, la plupart du temps, nous ne sommes pas interchangeables, mais nous sommes complémentaires et nous travaillons toujours en binôme et nous travaillons vraiment en multi-référence et en binôme.
Moi, pour ma part, c'est les apports des savoirs expérientiels à l'équipe et aux jeunes et la médiation entre les jeunes et les professionnels qui sont ma spécificité. Je suis salarié de l'hôpital Marchand sur la grille des éducateurs spécialisés à 60% des équivalents temps plein, ce qui représente à peu près un peu plus de 13 000 euros net par an. La méthodologie, eh ben, j'ai écrit une candidature spontanée à l'hôpital Marchand. J'ai ensuite passé un entretien avec le coordinateur et le directeur d'un chez-soi d'abord. Je ne connaissais, j'avais écrit à l'hôpital Marchand pour être MSP dans l'optique de m'inscrire en licence MSP, sciences sanitaires et sociales. Je ne connaissais pas du tout le un chez-soi d'abord. Je me suis renseigné lorsque Vincent Lézac, le directeur d'un chez-soi d'abord, m'a contacté. Je me suis renseigné sur ce qu'était le un chez-soi d'abord. J'ai eu un entretien ensuite avec la DRH de l'hôpital Marchand et la présidente, Martine Lacoste, la présidente de l'association Clément Cisor. Au niveau de l'intégration, j'ai quand je suis arrivé au Un Chez Soi d'abord jeune, nous étions 5 ou 6 professionnels parce que le dispositif avait à peine 5 6 mois d'existence. Donc, c'est plutôt moi qui ai participé à l'intégration des professionnels suivants que les professionnels sur place m'ont intégré. Ils m'ont intégré naturellement comme tout autre professionnel. L'évaluation, c'est la même que les autres agents des services hospitaliers, une évaluation annuelle. Du coup, on va faire une explication à 3 voix. On va vous présenter chacun de notre point de vue quels étaient les freins et leviers. Donc, pour commencer, pour le jeune, donc pour le bénéficiaire du dispositif, la seule difficulté qui m'a été présentée, ça a été évidemment d'éviter de me comparer au MSP, étant donné que je suis bénéficiaire du dispositif et que je suis du coup moi-même malade et que je connais l'expérience de Stéphane, donc le MSP du dispositif. C'était difficile d'éviter de ne pas me comparer à lui et d'éviter de me dire que j'étais nulle comparé à lui, que moi, j'y arrivais pas comparé à ce qu'il faisait lui. Alors, pour l'infirmière, les freins et leviers, c'est surtout si, par exemple, on accueille un MSP dont l'équipe n'est pas préparée. Ça, je pense que ça peut être une erreur. Ensuite, médiateur de santé pair, en rétablissement précaire. On a longtemps réfléchi avec Stéphane et Hyacinthe, mais on a dit, bon, on va mettre précaire, mais c'est qui n'est pas suffisamment rétabli. Ça peut être un frein. Et qu'il peut y avoir aussi un problème au niveau des équipes qui ne sont pas préparées, qui n'écoutent pas forcément la parole du médiateur de santé pair. Si c'est à refaire, c'est mieux faire connaître le métier du médiateur de santé pair et surtout son savoir auprès des équipes. Et surtout aussi ce qu'il peut apporter aux locataires ou aux patients. Voilà. Et il faudrait parler un peu plus de cette profession et de ce savoir. Voilà. Bon, mais j'embraye sur les freins. Nous reviendrons au levier ensuite avec Hyacinthe, mais j'embraye sur les freins. D'abord, le premier frein, ça a été qu'il n'y avait pas de fiche de poste. Je ne l'ai pas noté, ça me vient à l'instant, puisqu'on parlait de fiche de poste. Il n'y avait pas de fiche de poste spécifique au médiateur de santé pair au sein du Un Chez Soi d'abord. Ça a été travaillé au national avec le groupe des MSP de France, de tous les Un Chez Soi. Nous nous réunissons régulièrement et nous avons créé une fiche de poste nationale. J'ai vu que quelqu'un l'avait demandé. Je pourrais vous la partager tout à l'heure dans le chat. Le second frein, c'était la question sur ma professionnalité. Est-ce que je fais bien mon travail? C'était pas, est-ce que je suis légitime à faire ce travail? C'était pas les autres qui posaient une légitimité sur mon travail, c'était moi qui me posais, qui me remettais en question en permanence. Et je pense que si j'arrête de me remettre en question, je changerai de travail. Et aussi, des équipes, un des freins qui peut être, c'est des équipes ou des collègues qui sont peu ou mal orientés rétablissement. Ça se traduit parfois dans l'usage du vocabulaire. Au lieu de dire accompagner la personne, c'est je prends en charge, je la suis, ou
ou alors de ne pas croire en force, qui ne voit la personne que par ses incapacités. Voilà. Je repasse la parole à Hyacinthe, pour qu'elle nous explique, pour qu'elle nous dise les leviers de son point de vue. Oui, voilà, ce que Stéphane m'a apporté par sa présence, c'est le fait de réaliser qu'il était possible pour moi de m'en sortir et de ne pas vivre au crochet de la société toute ma vie, comme j'aimais bien le dire. Voir un père qui travaille et qui nous raconte que son travail lui a permis de s'épanouir et que surtout il veut pas en changer, c'est libérateur et inspirant pour se dire que nous aussi on peut arriver à s'en sortir, à devenir quelqu'un de bien et malgré le passé difficile qu'on a, et ce dès la jeunesse pour le coup. Je suis d'abord jeune, donc c'est vrai que dès la jeunesse, on va avoir un passé en psychiatrie ou de la rue ou des addictions, ça peut être compliqué pour se dire qu'on peut devenir meilleur et qu'on peut s'en sortir. Donc voilà ce que m'a apporté Stéphane. Et personnellement, moi, ce que j'avais pas pensé, ce que j'avais pas pensé, c'est que Stéphane, il a pu m'apporter une vocation, le voir travailler, le voir être le médiateur de santé père dans l'équipe, avoir des rendez-vous avec lui. Ça m'a donné envie de faire la même chose. Et du coup, maintenant, moi aussi, j'ai envie de devenir médiateur de santé père. Donc voilà. Les leviers, de mon point de vue, ça a été l'accueil bienveillant de la part de tous mes collègues et le travail en binôme. Tout à l'heure, Brigitte disait qu'elle avait tout appris de Nadine dans ce travail en binôme. Et moi, je pense à dire que le travail avec Brigitte, en fait, ça a été ma maîtresse d'apprentissage. Là, j'ai passé 3 ans en apprentissage du métier, non pas sur mes savoirs expérientiels, mais sur ma posture professionnelle. Je ne connaissais pas du tout le social, le médico-social, le sanitaire. Et j'ai appris avec elle, grâce à elle, une posture professionnelle de, dans le sanitaire médico-social. Et pour monter les machines à laver, je suis maintenant très bon aussi, quoi. Et vice-versa. Stéphane, vice-versa. J'ai beaucoup appris de toi, on a beaucoup travaillé ensemble, c'était super. Voilà. Et l'imprévu, et aussi, non, c'était pas un imprévu, c'était un levier, c'est la reconnaissance de mon savoir expérientiel. Maintenant, Mais là, c'est la dernière, les bénéfices. les bénéfices observés par le locataire. Et après, Du coup, personnellement, je me rends compte que par rapport à Stéphane, j'attendais rien de lui qui soit différent d'un autre professionnel du dispositif Un Chemin d'abord jeune. Son statut de médiateur père, lorsqu'il me l'a présenté quand nous nous sommes rencontrés, n'a pas changé à mes yeux les attentes que je pouvais avoir vis-à-vis de lui. Et j'attends de lui qu'il m'écoute et qu'il me comprenne, comme les autres membres de l'équipe, et qu'il m'aide à résoudre les situations compliquées. Voilà. les bénéfices. Et, oui, les bénéfices inattendus, pardon. Mm. Alors, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai rencontré Stéphane et à la force d'avoir des rendez-vous avec lui, c'était personnellement la manière dont je pouvais plus parler de mes rechutes avec lui, parler de drogue, parler d'alcool, parler des situations qui sont compliquées. C'était ce que Stéphane m'a le plus apporté, soit que je n'aurais pas fait par exemple avec Brigitte, l'infirmière de l'équipe, parce que j'aurais pu m'attendre à des conseils ou des jugements. Et ça n'a jamais été le cas avec Stéphane. Donc voilà, c'était le bénéfice inattendu le plus. Allez. Bénéfice. Alors, les bénéfices observés par une infirmière. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça facilite le lien avec les locataires. Ça facilite la parole des locataires. Ça bâtit une relation de confiance mutuelle et une meilleure compréhension. Ça crée une relation avec la personne beaucoup plus rapidement. Et surtout, le médiateur de santé père, c'est l'exemple du possible. Voilà. Peut-être que je pourrais raconter l'histoire de quelqu'un qu'on a vu ensemble, Stéphane, tous les deux, Oui. qui nous parlait de son âge, qui était un peu réticent à nous. Il nous montrait le papier, mais il ne voulait pas trop qu'on remplisse les papiers ensemble. Et quand toi, tu as dit, ben, moi aussi j'ai une âge, tout s'est bien passé, et tout s'est passé de façon simple. Mais vraiment, c'était super ce moment-là. Et j'insiste sur l'exemple du possible, ça c'est important. Et les bénéfices inattendus, c'est que le médiateur de santé fait rappel à l'équipe
quand on s'éloigne du rétablissement, mais c'est lui qui rappelle les principes du rétablissement. Et parfois, là où le professionnel comme moi aurait tendance à s'affoler, le médiateur de santé perd un peu le bémol. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et moi, je trouve que c'est intéressant, quoi. Non, c'est tout. Voilà, c'est tout. L'envie d'aller plus loin. D'accord. Les envies d'aller plus loin, c'est que suite à mon expérience réussie de travail, il y aura un second MSP qui est embauché en ce moment. Là, il y a eu déjà des entretiens avec la direction du 1 chez soi et il reste les entretiens avec la direction de Marchand et de l'association Clément Cisor. Euh, comme, comme perspective, c'est qu'il y ait une appropriation de l'orientation rétablissement par l'équipe de plus en plus poussée. Et par d'autres équipes. Et d'autres équipes s'intéressent au rôle du MSP dans un service. C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas, il y a eu des immersions. Annelise Dom est venue nous voir pendant quelques jours pour avoir une expérience du un chez soi, pour pouvoir faire la comparaison des différences et des points communs entre notre pratique et la pratique au sein de Home. Voilà. Ce que je peux rajouter aussi, si tu veux, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de jeunes qui s'intéressent aux médiateurs de santé père et qui demandent des formations dans les écoles d'éducateurs, un peu dans les écoles d'infirmières, ça commence à arriver, formation des internes, mais moi je trouve ça intéressant. Voilà, ça c'est les perspectives. Enfin, je l'espère. Ah, et Stéphane vous a mis un peu de bibliographie. Trop fort, Stéphane. Voilà. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci particulièrement à Yacinthe pour avoir partagé son retour d'expérience en tant que bénéficiaire. C'était très éclairant. On voit qu'il y a il y a des choses qui ont été dites par les trois équipes, hein, la notion d'équipe, la notion d'intégration comme tous les autres professionnels, la notion d'un rétablissement établi. Enfin, il y a des choses qui sont très transversales. Et donc, merci aux trois équipes qui ont partagé leurs expériences. Ce qu'on vous propose maintenant, bah, c'est de passer à un temps d'échange. On va essayer. Oui, je ne sais pas qui c'est qui parle, c'est Brigitte. Oui, la préparation des équipes à l'intégration de MSP est importante, moi je crois aussi. Ça, c'est un point à relever. Voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. Merci. Annie, je te laisse la main. Oui, je disais, on peut peut-être faire part des questions qui ont émané dans le chat. Il y avait un certain nombre de questions pour l'équipe du C2R, en particulier une première question pour Alice, où on demandait si, Alice, vous étiez patiente dans le service et si effectivement votre statut avait été discuté. Un statut à la fois de patiente et de médiateur santé-père. Voilà, comment ça s'est passé en fait? Alors moi personnellement, j'ai été usagère tout d'abord dans un centre de rétablissement en Picardie, là d'où je suis originaire, et j'ai déménagé sur Montpellier. J'ai été pendant quelques mois usagère du centre Jean Mainviel. Et quand je leur ai fait part de mon projet de devenir médiatrice de santé père et qu'il s'est avéré que c'était possible que ce projet se concrétise au centre Jean Mainviel, j'ai arrêté tous les types de suivi que j'avais. Voilà, j'ai été redirigée vers d'autres soignants extérieurs au centre Jean Mainviel pour pas qu'il y ait de problème. Voilà, du fait d'être à la fois usagère et collègue, évidemment. Et je ne pouvais pas être les deux à la fois. Merci pour votre réponse, Alice, parce qu'il semble effectivement que cette question se pose souvent. Est-ce qu'on peut être à la fois, voilà, avoir un statut de médiateur santé-père et être suivi en tant que patiente usagère voilà, par la même structure? C'est vraiment une question qui émerge. Donc, voilà, je vous laisse. Merci déjà pour, j'allais dire, ce focus et cet éclaircissement. Est-ce que tout le monde partage ce point de vue? Parmi les deux autres équipes, comment vous vous positionnez? Voilà, on peut peut-être échanger. Moi, j'ai été usager de l'hôpital Marchand pendant des années
et maintenant je suis suivi par une psychiatre en libéral. Donc là, il y a plusieurs points de vue. Certains disent qu'il vaut mieux ne pas employer quelqu'un qui est usagère du service dans lequel il emploie. Mhm. D'autres, ça ne dérange pas. Bon, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je pense que ça peut créer quelques conflits d'intérêts, dirons-nous. Moi, Ça, c'est Annelise. je suis suivie à Albi, dans le Tarn. Je travaille à Marchand, mais pour l'instant, je fais les allers-retours avant de déménager. Et je pense que pour moi, en tout cas, pour mon confort, et pour que ça se passe bien pour moi, hein. Ça peut être différent pour d'autres, mais j'ai besoin de compartimenter. Et voilà, il peut y avoir conflit d'intérêts, je rejoins Stéphane. Il peut y avoir peut-être une sorte de, 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 de sentiment, enfin voilà, de sentiment de ne pas être à l'aise forcément, parce que euh, mais l'expérience de la psychiatrie, de toutes les manières, c'est quelque chose qui est propre à la France, même si en fonction des régions, il y a des différences. Le savoir expérientiel de l'hôpital, du monde hospitalier, des psys, du suivi, du parcours, ça se rejoint, même si on n'est pas dans le centre où on accompagne des locataires ou des personnes bénéficiaires de soins. Je peux rajouter juste que c'est une préoccupation, une question en tout cas qui revient des deux côtés, du côté des professionnels et du côté des usagers en général. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent les professionnels, peut-être Julien, Brigitte ou Natacha, si vous voulez partager votre point de vue sur cette question. Ah, Julien, il faut réactiver ton micro. Ah, pardon. Excusez-moi. L'important, c'est que tout le monde puisse être le plus à l'aise possible. Et du coup, je crois qu'effectivement, si c'est le fait de compartimenter ou que les choses soient séparées, bah, ça permet de clarifier que là, c'est le travail et qu'il n'y ait pas du tout de collusion possible. Sachant que même si la personne est suivie dans un autre service, l'hôpital, c'est quand même un petit monde. Et je ne sais pas si aujourd'hui, tout le monde respecterait bien. Enfin, voilà. Je pense qu'en tout cas, c'est plus clair pour tout le monde. Je crois que la façon après, je pense que c'est pas impossible de construire autrement, mais je crois que le fait de séparer, ça fait que c'est plus clair pour tout le monde, que la personne est professionnelle et son savoir expérientiel fait partie de sa profession, mais sa santé la regarde elle et ne regarde pas les autres travailleurs. Voilà. Moi, je pense il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que le médiateur de santé pair ait connu le service. J'étais plutôt pour enfin, quelque chose de très, très distinct. Et c'est intéressant qu'après, le suivi de la personne ne soit pas fait effectivement par l'équipe dans laquelle elle bosse. Mais bon, ça, on va dire, je pense que c'est un principe pour tout un chacun quand on a une activité professionnelle de scinder avec sa situation de santé. Mais par contre, le fait que Alice ait expérimenté l'accompagnement qu'on propose sur quelques mois, ça permet aussi qu'elle nous apporte son regard sur les services qu'on propose. J'ai trouvé ça intéressant du coup. Je ne m'attendais pas forcément à avoir ce retour d'expérience et que ça soit constructif pour nous. Du coup, voilà, peut-être la chose peut-être à réfléchir. Brigitte, vous voulez rajouter quelque chose? Ah, Brigitte, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Oui, c'est parce qu'elle parlait avec Stéphane. Ah, on n'entend pas Brigitte. Vous voulez peut-être rien rajouter, je ne sais pas. Non, c'est bon. Non. Ok. En tout cas, merci pour ce croisement de regards. On avait une autre, je ne sais pas, Amanda, tu veux peut-être, moi j'ai des questions, voilà, qui émanent du chat. Moi, il y a quelque chose que je voudrais répondre à Florence Vas-y. qui a mis un commentaire dans le chat qui demande comment on peut être aidé à devenir médiateur en santé pair. Alors, je ne sais pas, Florence, si vous êtes en Occitanie, mais j'ai l'impression que oui, parce que vous avez aussi posé des questions sur le Gard, me semble-t-il, de ce que j'ai vu. Moi, je voudrais en profiter pour parler du répertoire du COPS. Sur la plateforme, vous avez un répertoire où vous pouvez vous inscrire en tant qu'acteur du partenariat en santé. Et puis, sachez que le COPS vient aussi en appui, on vous l'a présenté en début de ce webinaire, en appui de projets et d'équipes pour aider des équipes ou des patients, partenaires, experts, futurs médiateurs ou que sais-je,
à intégrer des projets, à les développer. Donc, voilà, on propose diverses appuis, actions, mises en lien et je vous invite à solliciter le COPS, mais on n'a pas de baguette magique, mais on facilite quand même des choses. Et puis, c'était l'intention aussi de montrer comment on fait que ce webinaire donnait des choses très pratico-pratiques. Voilà, il y avait d'autres questions peut-être, Annie? Florence voudrait savoir aussi, puisque voilà, on va essayer de répondre aux attentes de Florence qui avait effectivement ces besoins et cette aide sur la professionnalisation, en disant voilà, moi j'ai des formations, j'ai fait un DU en fac de médecine, mais aujourd'hui je reste sur du bénévolat. Comment puis-je faire pour me professionnaliser? Et puis une autre question plus à destination d'Alice qui disait comment je peux rejoindre l'association des usagers, l'association PAM. Voilà, donc Alice, si vous pouvez dire quelle est la manière d'intégrer, de rejoindre votre association. Ça serait une première piste peut-être pour Florence. Merci. Oui, oui, sans aucun problème. Alors, pour l'instant, pour rejoindre l'association PAM, le plus simple, c'est de me contacter directement. Donc, je vais écrire mon mail dans le chat. Comme ça, Florence, et puis potentiellement, s'il y a d'autres personnes intéressées par l'association, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème. Et moi, je vous donnerai toutes les informations quant aux prochaines rencontres ou réunions de l'association. Voilà. Merci. Et je continue parce qu'il y a beaucoup de questions, Alice, sur votre secteur. Il y avait une autre question sur de savoir si vous développez des actions sur le Gard et quel est le groupe d'usagers qui est ouvert et qui peut venir sur d'autres départements que l'Hérault, justement. Est-ce qu'il y a des antennes voilà, de groupes d'usagers autres que sur l'Hérault? Alors, pour l'instant, pour ce qui est des antennes des groupes d'usagers, il n'y en a pas encore parce qu'en fait, c'est tout récent. Ce groupe d'usagers est devenu une association il n'y a même pas 15 jours sur Montpellier. Donc, on est en pleine structuration. On n'est pas encore capable de monter des antennes ailleurs, mais ça viendra peut-être un jour. Pour ce qui est des actions dans le Gard, il y a nos collègues du centre de réhabilitation de Nîmes, du CHU de Nîmes, la Villa Origène, avec l'équipe du docteur Chandrin, qui commence à vraiment développer aussi des actions de sensibilisation. Et puis la pérédance va faire partie aussi des choses qui vont émerger. Et effectivement, l'idée, c'est peut-être de créer des liens entre nous, entre départements à un moment donné. Ouais. On entend vraiment ce besoin de maillage, de soutien aussi pour des équipes qui commencent des expériences, voilà, et qui voilà, ont besoin peut-être d'une fiche de poste, d'éléments concrets pour avancer vite et peut-être plus sereinement. Quand on part d'une feuille blanche, c'est toujours un petit peu peut-être voilà, un peu plus compliqué. Donc, on entend vraiment ce besoin et on a entendu la création de ces plateformes, cette plateforme sur Toulouse, mais ça, de l'association PAM, voilà, une structuration aussi qui permet de favoriser cette mise en lien. Et c'est aussi ce que le COPS, ce sur quoi le COPS, j'allais dire, travaille avant tout, c'est cette mise en lien, cette relation entre les personnes qui ont aujourd'hui qui mènent des expériences, et ça a été dit dans le chat, hein, des expériences vraiment inspirantes. Il y avait un point de question sur le partage de ressources. Visiblement, il y a une grande demande de pouvez-vous nous partager des modèles de convention, des modèles de fiches de poste. Alors, nous, comme ça, nous, COPS, on en a quelques-unes, mais voilà, qu'on ne peut pas forcément partager. Peut-être que, je ne sais pas, Julien et Anne-Lise ou Stéphane a déjà partagé sa fiche de poste. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la convention, je tissais la référence à la convention qui est en cours au CHU. Je pense que c'est en cours, mais on n'a pas les personnes qui pourront répondre aujourd'hui. Donc ça va être compliqué. Mais peut-être il faut aller poser des questions dans les structures ou je ne sais. Est-ce que certains d'entre vous pourraient partager d'autres ressources? Voilà, ça revient, hein, il y a une demande. Et puis,
Peut-être, moi, j'ai trouvé, il y a une question autour du recul du patient partenaire, de l'évaluation, alors du patient partenaire, du médiateur en santé pair, du médiateur pair, je crois que c'est Anaïs qui a posé cette question, qui dit, mais comment êtes-vous arrivé, pardon, à considérer qu'il y avait une prise de recul suffisante? Alors, j'imagine que ça fait référence au moment du recrutement. Je trouve que c'est une question intéressante. Vous, recruteurs, ou des personnes qui ont participé au recrutement, je crois que Stéphane peut-être, je ne sais pas, vous avez des réponses là-dessus. Comment on évalue là, qu'un futur médiateur en santé pair a suffisamment de recul? Est-ce que ça s'évalue d'ailleurs? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Je- Ben, Stéphane, oui, allez-y, je vous en prie. je pense que la lettre de motivation, elle est très différente d'une lettre de motivation classique. On dévoile ce que habituellement on cache, c'est-à-dire son parcours en psychiatrie, son parcours d'usager de produits, son parcours de rue éventuellement. Et ensuite, est-ce que là, dans l'entretien, ce qui est évalué, c'est la distance vis-à-vis de son expérience. Est-ce qu'on a pris de la distance vis-à-vis de cette expérience ou est-ce qu'on est encore dedans, en souffrance, réactif, en réaction, en, Oui. s'il y a de l'aigreur, s'il y a des choses comme ça, toutes les émotions liées à ces expériences parfois et souvent difficiles, mais est-ce qu'on les a bien digérées en fait? C'est Julien? Ouais, d'un côté professionnel, moi, ouais, j'appuie vraiment cette idée. Donc, effectivement, je trouve que c'est des choses qui ressortent aussi sur l'entretien et le premier entretien de la volonté de la personne, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué hein, de pouvoir partager son expérience. Donc, la volonté, la possibilité de la personne de le faire, du fait qu'elle ait pu prendre du recul, la volonté de travailler avec une équipe. Donc, travailler avec une équipe, ça veut dire aussi pouvoir s'exprimer. Parfois, si on exprime des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais qu'on les exprime de manière trop virulente, ça peut aussi empêcher les gens de l'entendre. Donc, c'est aussi la capacité à pouvoir l'exprimer, la volonté, à pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Donc, il y a ces choses-là qui sont, à mon avis, qui ressortent de l'entretien. Et puis après, il y a une part aussi d'expérimentation avec la personne et l'équipe qui est aussi, mais comme pour tous les autres professionnels, hein, des fois, hein. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et après, on le sait après. Mais en tout cas, c'est des choses qui ressortent sur l'entretien. On peut se tromper, donc. Juste pour compléter, je dirais aussi peut-être tout simplement les actions de pérédance bénévole qui ont été menées. Ça permet d'avoir déjà une idée de, voilà, tout ce que vous évoquez. Merci. Merci Annie? beaucoup. Il y avait une question pour tous médiateurs de santé pair, qui est, je trouve, vraiment fort intéressante. C'est, est-ce que vous considérez que vous faites du soin? Et dans ce cas-là, si c'est oui, est-ce que vous vous définissez comme professionnel de santé? Donc ça, c'est une question pour les médiateurs en santé pair, mais aussi pour les professionnels de santé. Voilà. Euh, la parole est à vous. Alors, pour moi, si je peux commencer, c'est oui et oui. Oui. Oui, je fais partie d'une équipe d'une équipe de soins, je fais du soin et je suis une professionnelle de santé. Voilà. Annie, Stéphane, vous partagez Moi, le oui. moi, je me considère pas comme une soignante. Euh, je crois que médiateur de santé père, dans mon cas, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas soignante, je ne suis pas non plus éduque. Je suis à mi-chemin entre plein de choses différentes et je suis avant tout une usagère de la psychiatrie rétablie. Voilà. Je ne me considère pas comme soignante personnellement. Même Stéphane, si j'ai mon travail à faire en complémentarité avec l'équipe soignante. merci Anis, en tout cas, merci pour la réponse. Stéphane, peut-être un autre éclairage, un troisième. Je rejoins assez Annelise.
dans mon mémoire de licence, j'avais écrit que j'étais à moitié psychologue, à moitié éducateur, à moitié infirmier, à moitié assistante sociale, à moitié psychiatre, à moitié gestionnaire locatif et rien de tout ça en même temps. Et voilà. Je suis travailleur pair, donc je travaille dans le social et le médico-social. Mais après, j'ai eu une longue discussion avec Brigitte entre le soin et le bien-être. Je suis plus dans le bien-être. Brigitte me soutient que le soin, le bien-être, c'est du soin. Donc, dans ce sens-là, je l'ai écouté et je suis dans le soin. Mais voilà. Je rajoute Bon, autre chose. c'est passionnant. Dommage qu'on n'ait pas Je, 1 heure de plus devant nous parce je- que je vais vous juste un petit. oui, Ouais. Oui, allez-y. parce qu'en fait, le soin en le soin en psychiatrie, c'est pas Attendez, forcément. Brigitte, il y a un écho. Ça y est? Coupez un de vos Voilà. micros. Le soin en psychiatrie, c'est pas forcément faire des injections et donner des traitements. Quand je monte la machine à laver et que j'écoute la personne, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là que peut-être que si je l'avais en tête à tête, ne se passerait pas. Du coup, Stéphane, je lui dis, quand tu montes la machine à laver, tu fais aussi du soin parce que tu écoutes la personne. Et voilà. Et des fois, tu la pèses, même en montant la machine à laver. Et on n'est pas du tout d'accord avec Stéphane là-dessus. C'est des discussions qu'on a longtemps eues. Voilà. Merci Brigitte, merci beaucoup. Infirmier, médiateur en santé pair et réparateur aussi de machines à laver. Bien entendu, la compétence, on saura vous appeler si besoin. Julien, vous aviez des choses à rajouter? Non, moi je pense vraiment le fait de se définir comme un soignant, je sais pas, en tout cas professionnel vraiment, ça me paraît professionnel de l'équipe. Et peut-être je me disais aussi que finalement les équipes, que c'était peut-être plus simple dans des équipes très pluridisciplinaires, où du coup il y avait aussi une ouverture et aussi une conception effectivement du soin au sens large et de l'accompagnement et que il y a différentes façons d'aider la personne à se sentir mieux qui ne passent pas tous par des actes de soins proprement parler, entretien, piqûres, médicaments ou autres, mais qu'un soin au sens large, dans lequel les médiateurs de santé pair s'intègrent par le partage d'expériences, le fait de redonner de l'espoir, le fait de remettre la place, l'usager à sa place d'acteur de ces soins. Des questions peut-être autour de la formation? Oui. De la formation, il y a effectivement pas mal de questions autour de la formation. Et est-ce que la formation, elle permet forcément de déboucher sur une professionnalisation et donc un salariat? Il y a effectivement beaucoup cette question autour de voilà, moi je me suis formée, néanmoins je n'arrive pas à avoir un poste aujourd'hui salarié, donc est-ce que je dois commencer par une action bénévole? Comment tout ça se positionne? On voit de plus en plus de postes quand même de médiateurs en santé pair. Ils sont néanmoins pas tous rémunérés au même niveau. Est-ce que les choses avancent de ce côté-là? Est-ce que vous avez une visibilité de ce qui se passe? On a entendu effectivement une recherche de fiches de poste au niveau national sur les salaires, sur le statut. La Est-ce formation que vous avez des reconnue choses à aussi. partager? Je vois qu'il y a La formation reconnue, absolument. Est-ce que la licence, je vois une question d'Anaïs, est-ce que la licence en santé pair, est-ce que c'est juste ça qui est reconnu pour devenir médiateur en santé pair? De votre point de vue, bien sûr, hein, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on peut intégrer des équipes aussi sans être formé, parce qu'on entend ça aussi, et comme on l'a entendu de la part d'Alice, vous avez intégré Alice ses équipes et vous vous êtes formé en même temps. Est-ce qu'il faut forcément avoir le diplôme pour postuler ou est-ce que ça peut se faire de manière différée, cette formation? Voilà. Donc c'est le sujet de la formation, de la professionnalisation et du salariat. Si je peux prendre, par rapport à ça, sur le chez-soi d'abord adulte, quand on a commencé, les gens n'étaient pas formés, il y avait pas, ça n'existait pas tout ça. Et il existe encore des médiateurs pairs qui sont pas formés, qui travaillent sur les chez-soi d'abord, quoi. Enfin, au moins, j'en connais sur Toulouse. Sur Toulouse. Alice, je crois que tu voulais intervenir. Oui, c'était juste pour expliquer un peu que pour ma part,
la licence de Bordeaux et également la licence de Paris, qui sont les deux organisées par le CCOMS, mettent comme prérequis le fait d'être en poste, d'avoir trouvé un poste pour pouvoir faire la formation dans une sorte d'alternance. C'est pas le cas des diplômes universitaires. Pour autant, il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir une formation. On peut toujours postuler dans un service, dans un dispositif comme un Soit d'abord, sans forcément avoir déjà fait la formation, une des formations possibles. Mais ensuite, voilà, ce sera à l'appréciation du recruteur de voir s'il y a besoin d'une formation en parallèle, d'une formation au préalable ou pas. Ouais, nous, en tout cas, effectivement, sur Home, on n'avait pas du tout, enfin, la formation, le type de formation était pas une obligation. Il y a, euh, mais donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir une souplesse et que la formation peut se faire aussi après l'embauche, en alternance. Enfin, et puis, certaines personnes peuvent avoir ces aptitudes sans forcément avoir fait la formation dans un premier temps. Et après, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail en termes bah, ce qu'on disait, nous, en tout cas, sur l'hôpital, il n'y a pas de reconnaissance administrative du statut, donc c'est quand même un gros problème. Et aussi d'un salaire fixe. Enfin, je crois que y a une homogénéisation qui est importante, il me semble, aussi pour la reconnaissance de ces emplois. Merci beaucoup. Alors là, il y avait juste une sollicitation de Catherine, si je peux dire, mais ça vaut sur, j'allais dire, l'autre partie de l'Occitanie. Catherine est à Montpellier. Elle disait, est-ce que vous allez intervenir aux semaines de la santé mentale pour montrer, donner à voir toutes ces expériences inspirantes et effectivement le travail des médiateurs santé-père dans différents dispositifs. Voilà, est-ce que vous êtes conviés? Est-ce qu'on vous propose de vous rendre visible? Est-ce que vous allez, voilà, côté toulousain ou côté montpelliérain, participer à ces semaines de la santé mentale? Oui, oui. Alors, pour notre part, au C2R, on va participer donc aux semaines d'information sur la santé mentale, notamment lors d'une table ronde qui aura lieu le 20 octobre à la médiathèque Émile Zola, qui va associer d'ailleurs des usagers de l'association PAM et des professionnels du C2R pour parler notamment faire de la sensibilisation autour de l'entente de voix. Ok. Voilà. Et tout le programme des semaines d'information sur la santé mentale est en ligne sur le site de la métropole. Donc, vous pouvez retrouver les informations là-bas. Et puis on a aussi confié à Alice et à une des infirmières du service le fait de participer au conseil local en santé mentale qui va se tenir le 9 octobre dans le cadre des CISP. Oui. C'est aussi un choix de notre part de laisser les infirmiers de terrain et notre médiatrice de santé-père siéger pour représenter le service et participer à ce débat. Et qui est une matinée qui est ouverte au public sur inscription. Donc, voilà. Merci Alice, merci Natacha. Du côté Toulouse? Pour nous, pour Rome, non, c'est pas prévu. Après, bon, on vient de commencer aussi, hein, donc sûrement les autres années, les prochaines années. Sûrement, Julien. Ok. Chez Amanda, soi? est-ce que tu as... Ah, chez soi, pardon. Oui. Ah, Brigitte. On n'entend pas Brigitte. Non. Non, Un non. petit problème de micro, Stéphane. Oui, un petit problème de micro pour Brigitte. Donc, comme on est trois dans le même bureau, pour éviter l'écho, j'avais coupé le micro euh, de mon ordi. Non, je ne savais même pas qu'il y avait les semaines de la santé mentale à Toulouse. Donc, je ne sais même pas si... J'ai pas eu vent d'invitation à cet événement. Bon, en tout cas, merci Catherine d'avoir relayé l'info. Oui. Peut-être que ça va inviter les équipes à se rapprocher des organisateurs. Catherine, tu voulais... Oui. Vas-y, Catherine, on t'écoute.
Il y a un problème de on entend connexion, Catherine, on ne t'entend pas. Catherine, Non, tu es un figée. problème de connexion, je pense. Catherine est restée momifiée. Amanda, Bon. tu avais relevé d'autres questions dans le chat, peut-être? Alors non, d'autres questions, non. Moi, j'avais envie de relever un petit verbatim parce que c'est une notion qui est ressortie et que Hyacinthe aussi a bien mis en lumière, je trouve. C'est Alice qui nous avait dit ça pendant la préparation du webinaire, qui nous avait dit, une de mes missions, c'est de faire boule de neige. Et moi, j'ai retenu ce que Hyacinthe a dit aujourd'hui, qui disait, un des bénéfices inattendus, c'est que Stéphane m'a apporté une vocation. Et donc, voilà, une petite réaction sur ces deux verbatims relevés parce que j'entends beaucoup de générosité dans ces deux verbatims. Quelque chose autour de ça. Alice, peut-être? Mais oui, parce que enfin, moi, je crois vraiment dans les bienfaits, dans l'utilité de la pérédance et le fait d'être. Voilà, je suis pour l'instant la seule employée sur le CHU de Montpellier, en tout cas en santé mentale. Et je trouve ça dommage. Et du coup, développer cette association et développer les liens entre les usagers qui ont envie de faire de la pérédance, développer les liens en dehors aussi de Montpellier avec d'autres structures, en travaillant sur des projets communs, tout ça, ça me semble vraiment fondamental. Et oui, je pense qu'on peut donner envie en étant médiateur de santé pair, à beaucoup d'autres usagers de se professionnaliser là-dedans ou sans se professionnaliser, mais en tout cas aller dans ce sens-là. Et ça me semble important. Oui. Laurence, j'ai peut-être rêvé, mais j'ai l'impression que vous avez levé la main. Dites-moi si je me suis trompée. Ah, c'est Hyacinthe? Non. J'ai vu une main levée de Florence. Non, bon, ben, alors j'ai dû rêver. Je vous propose, on avait fait la promesse de terminer autour de 14 heures. Parce que on a des professionnels qui sont appelés ailleurs, juste après, dans nos intervenants. Peut-être s'il y a une dernière question dans le chat, peut-être la partager, je ne sais pas. Alors, je regarde. Non. Beaucoup de remerciements pour ces échanges. Pas de questions. Dire que c'était vraiment voilà, inspirant, intéressant. Je crois que c'est des mots forts qui ressortent. Et moi, je garde en mémoire j'allais dire les mots de Brigitte qui dit que les médiateurs de santé pair, c'est l'exemple du possible. Voilà, avec dans, tout est dans le possible. J'avais peut-être une question pour Alice. Une dernière question. C'est une question assez personnelle pour le coup, parce que moi, je cherche à devenir médiateur de santé pair. La formation, c'est une L3, donc c'est une licence professionnelle. Et il faut avoir un bac plus 2 précédemment. On m'a dit que c'était pas forcément nécessaire d'avoir le bac plus 2, qu'on pouvait accéder à la formation en faisant une VAE, il me semble, ou une VAPP, je sais plus. C'est pour ça, si je peux avoir plus d'informations là-dessus. Je sais pas comment toi tu y as accédé, si tu avais déjà une formation préalable qui t'a permis d'accéder directement, ou tu as dû faire une VAE ou pas. Non, moi j'avais déjà une formation préalable, mais je sais, oui, qu'il est possible d'y accéder en faisant une validation des acquis de l'expérience. Pour plus de détails, pour savoir exactement de quoi ça retourne, je pense que le mieux, c'est de contacter directement Madame Stedel, qui est Oui. la responsable de ces formations. Elle pourra sûrement voilà, vous en dire plus pour cette question du niveau attendu en termes de Très bien, validation. merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vous propose de partager mon écran. Moi, je voudrais bien faire un petit tour de nos trois équipes. Un dernier mot, si vous aviez une chose à partager. C'est qui prend la parole? Un mot. Un mot, voilà, Une idée. phrase, court, une idée. Rien n'est jamais fichu. Ouais, Tant qu'on a envie. Voilà. Tant qu'on a envie, rien n'est jamais fichu. On peut toujours se rétablir et voilà, l'espoir, c'est le maître mot, je pense,
qui doit, qui doit guider mon chemin de médiatrice. Et en tout cas, du côté professionnel, c'est vraiment une grande expérience, une grande richesse de travailler avec des médiateurs de santé pairs. Donc, c'est vraiment quelque chose à continuer à enrichir et à pérenniser, à élargir. Merci, Et en tant que médiateur de santé pair, c'est une grande richesse de travailler dans une équipe de soins orientés rétablissement et auprès des usagers surtout. Natacha? Je suis en train de, ouais, en fait, je suis en train de me dire que maintenant que ce recrutement a été fait, j'ai du mal à imaginer ce que c'était quand on n'avait pas de médiateur de santé pair. Voilà. Waouh. Super, merci. L'équipe d'un chez soi d'abord, peut-être un dernier mot? Court, hein? Court, hein? C'est bon? Oui. Stéphane, c'est bon? Eh ben, moi, je dis toujours, c'est l'exemple du possible et quelle richesse pour moi en tant qu'infirmière de secteur psychiatrique. J'ai autant que avec Nadine, médiatrice père et Stéphane, j'ai appris, c'était un vrai bonheur de travailler avec eux. Enfin, moi, j'ai aimé, quoi. C'était super. Ah, juste, Brigitte, c'était parce qu'il y a la retraite, hein, c'est ça? C'est pour... Il y a la retraite, mais alors je continue hein, un peu. Voilà. C'était pour préciser pour ceux qui nous écoutent ou qui nous Oui. regardent. Stéphane, Hyacinthe, un dernier mot? Allô, allô? Ah, Hyacinthe, le micro. C'est Stéphane qui est aux manettes pour les micros. Ah, moi, j'entends rien. Ah. Je ne vois pas non plus. On vous entend très, très mal. Il faut baisser un peu le micro, Stéphane. Allez, un dernier mot avant de se quitter. On n'entend pas du tout. Pardon, il y a un problème technique. Peut-être Hyacinthe? Moi, je veux dire un dernier mot. Ouais. Oui, allez-y, Hyacinthe. En tant qu'usager d'un chez soi d'abord et donc du coup ayant eu l'occasion de travailler avec un médiateur de santé pair, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait apporté une bouffée d'air frais et je pense que toutes les équipes peuvent gagner à embaucher des médiateurs de santé pair pour le bien-être de leurs patients, de leurs usagers. Voilà. On va Merci, terminer sur Hyacinthe. ce très beau mot de la fin. Vraiment merci à tous de la richesse de ces échanges. On resterait encore très longtemps avec vous. Malheureusement, voilà, le format et touche à sa fin. En tout cas, le temps des échanges touche à sa fin. Peut-être dire que vous pouvez retrouver toutes les actualités du COPS sur la plateforme Partenariat en santé. On vous transférera tout ça et que vous pouvez vous inscrire surtout sur le répertoire parce qu'on entend vraiment cette envie, nécessité de mise en lien. Et donc, quand vous êtes inscrit, vous vous rendez visible de vos pairs, de structures et effectivement, ça facilite aussi l'activité professionnelle. Ça permet de parfois sortir du bénévolat pour trouver des structures qui veulent effectivement salarier des médiateurs santé pair. Amanda, Eh bien, est-ce que voilà, le prochain rendez-vous, le prochain déjeuner du partenariat en santé aura lieu le 31 novembre 2023 sur le même créneau horaire, puisque c'est notre promesse de vous proposer 4 rendez-vous par an sur l'heure du déjeuner, de partager cette bulle avec nous. On vous présentera un guide qui a été co-élaboré, entre autres par des membres des chargés de projet du COPS, mais aussi avec la FECOP et France Asso Santé. Donc, il s'intitulera « Le partenariat en santé dans les soins primaires, un guide pour faciliter l'implication des usagers ». Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup à nos intervenants pour le temps que vous avez accordé et pour la préparation. Juste un petit rectificatif, Amanda, c'est le 30 novembre parce qu'il n'y a pas 31 jours en novembre. C'est une erreur, eh bien oui. 30 novembre. 30 novembre. Voilà, petit rectificatif de dernière minute. On vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci d'avoir partagé ce déjeuner avec nous et à bientôt par ici ou ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Super.